Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e numéro du Synthé Night Club. Ce soir, je vérifie que je suis bien démute, ouais, que je fasse pas comme la dernière fois que j'étais à la présentation. Donc ce soir, après le match contre Amiens, je sais pas vous, mais moi je suis un peu paumé. Je sais pas trop ce que je dois ressentir. Être content de continuer la série de matchs sans défaite ? Être satisfait de faire tourner le compteur point ? Être frustré par un match où on n'a pas senti les troupes impliquées ? Être déçu de perdre 2 points sur un match à domicile ? Franchement, il y a un peu de tout ça. Et je me suis paumé. Et putain, on est vraiment en mode à l'arrache ce soir. Pour rien vous cacher, on est tous arrivés 5 minutes avant l'émission, à part Carlusso qui est beaucoup plus sérieux que nous. Alors franchement, il y a un peu de tout ça et c'est dur d'y voir clair. Alors pour y voir plus clair, on se retrouve pour parler de tout ça. Parler de la compo de départ de Batles, qui peut paraître surprenante, parler de l'attitude de certains joueurs et des performances individuelles, parler des prochains matchs et notamment du déplacement au Havre de ce week-end. Et pour m'accompagner dans ce beau programme, j'ai avec moi 3 Garagnas de qualité. Tout d'abord, le patron des cuisines, j'ai nommé Hervé, le gars sûr de l'Aubrac. Salut Hervé. Salut Keun, salut à tout le monde. Comment tu vas Hervé ? Écoute, ça va, on va essayer de se mettre bien à l'endroit pour faire cette émission qui effectivement a démarré un petit peu brûlis-brûlant. Ouais, vous inquiétez pas, ça va le faire, on a nos marques. Avec nous également ce soir, le patron de l'école. Bonsoir Alex. Le patron de l'école, oui, bonsoir. Salut à tous, ravi d'être parmi vous tous pour, un petit peu parler de cette rencontre contre Amiens, mais quand même, qu'est-ce que ça fait du bien d'être stéphanois et de plus parler de victoire depuis un bon petit moment. Et de plus défaite. Ouais, et de plus parler de défaite. Le lapsus. Oh le lapsus. de défaite. Et donc oui, Alex, le patron de l'école, puisqu'il était en conseil de classe il y a encore quelques minutes. Ouais, je suis un petit peu tout chamboulé là. Et puis avec nous, le patron du chat, bien sûr, votre patron à vous. Bonsoir Karl. Bonsoir. Le chef a voulu me mettre des bâtons dans les roues en faisant venir Hugo dans l'équipe, mais je suis toujours là, je récite. Donc bonsoir à tout le monde. T'es toujours là et tu bosses, hein, on le dira jamais assez, mais merci à Carlusso qu'on a beau chambrer, c'est lui qui nous fait les visuels, il est là présent au chat, c'est lui qui upload le replay de l'émission, donc encore un grand merci Karl. Et puis j'en profite pour vous dire que si vous nous écoutez en replay actuellement, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre en live les lundis soirs et donner votre avis dans le chat Twitch. D'ailleurs, bonsoir à tout le monde, vous verrez, il y a une bonne ambiance. Et allez, on va partir pour le débrief. Jingle. Active Synthé Night Club, le débrief. Bon alors messieurs, on va parler de ce match contre Amiens. Et justement, je disais en introduction que je savais pas trop sur quel pied danser après le match. Je pense qu'on est pas mal à être dans cette situation. Je vais vous demander un petit peu votre ressenti en quelques mots, de manière globale sur ce que vous retenez de ce match. Alex, je t'écoute. Moi, de prime abord, j'étais quand même assez satisfait qu'on récupère un point parce que tout simplement, quand on est mené 1-0 et qu'on voit pas trop comment on va pouvoir repartir de cette rencontre avec au moins un point, qu'on marque un but avec autant de réussite, on se dit que finalement, c'est pas si mal, on poursuit une série d'invincibilité. Donc moi, je trouve que voilà, ce point-là, je m'en contente. Il faut savoir... Ne pas perdre quand on peut pas gagner, hein, je l'ai fait, voilà, comme ça c'est fait, elle n'est pas d'autre, elle est à moi. Mais c'était la conclusion de la chronique de Joss d'après-match. On cite les grands voilà. auteurs dans le SNC. Ah oui. Non, mais je crois que c'est important aussi de voir que cette équipe est capable de revenir dans une rencontre qui paraît mal embarquée, ce qu'elle était peut-être pas capable de faire il y a quelques semaines. Ouais. Maintenant, en première mi-temps, j'aurais parié qu'on allait l'emporter parce qu'on était quand même au-dessus d'Amiens, qu'on dominait quand même les débats, mais il y a un moment donné, quand la finition n'est pas là, on est obligé de trembler jusqu'au bout et c'est ce qui nous est arrivé.
Très bien. Alors, je vous précise aussi dans le chat que vous avez un petit sondage qui est disponible. Vous regardez, il y a une petite fenêtre qui s'affiche juste en haut du chat et vous pouvez cliquer dessus et c'est Karl qui vous met à disposition un sondage pour avoir un petit peu votre ressenti par rapport au match. Et justement, Hervé, ton ressenti à toi, à quoi il ressemble? Moi, c'est un petit peu la même. C'est vrai qu'au vu du match, voilà, on aurait pu penser, pas que la messe était dite en première mi-temps, mais c'est vrai que si on avait été un petit peu plus efficace, on aurait pu rentrer au vestiaire avec au moins un but ou deux d'avance. Ça n'a pas été le cas. Il faut pas, et pour une fois n'est pas coutume, je vais parler de l'adversaire vraiment dans ce débrief. Il faut pas minimiser non plus cette équipe d'Amiens et sa valeur. C'est une équipe qui, en cas de victoire, conjuguée, que ce soit à Saint-Étienne samedi et en match en retard après-demain, je crois, contre le PFC, se relancerait complètement dans la course à la montée. Ouais. Amiens, c'est une équipe qui a jamais quitté, je crois que c'est son plus mauvais classement en ce moment, 9e. Ils n'ont jamais été en dessous de cette place-là. Ils réalisent une très très bonne saison, ils sont réguliers, ils sont plutôt costauds. Là, c'est vrai que depuis quelques matchs, bon, ça patine un petit peu pour eux, mais c'est quand même une équipe qui, tactiquement, a été plutôt en place. C'était un match très plaisant, par contre. On dit souvent qu'il faut 2 équipes pour voir un bon match. Ça a été le cas samedi. Là où c'est positif, effectivement, c'est que c'est un match nul qu'on a été chercher plus qu'on ne l'a concédé, puisque c'est nous qui revenons au score. Donc non, plutôt un sentiment positif. Ça poursuit la série d'invincibilité. On en est à 6 matchs, on l'a déjà dit. Bon voilà, je crois qu'il faut rester humble. On le disait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il ne faudrait pas s'enflammer. Et je trouve que l'enflammade, ça serait aussi de crier à corps et à cri une victoire face à Amiens samedi. Donc un nul, voilà, ça plutôt positif pour moi. On s'en contente positivement. Alors justement, qu'est-ce qui ressort du chat, mon cher Karl? Les premières impressions? Écoute, les premières impressions sont un peu mitigées. Il y en a qui sont frustrés, il y en a d'autres qui sont satisfaits par rapport au scénario du match. Il y a Zach Kachai qui nous dit la SSE revient de loin, il ne faut pas l'oublier. Après, effectivement, il y a eu beaucoup de gâchis, mais ça joue mieux qu'avant, donc il faut être satisfait. Il y a Jérôme qui nous dit on aurait pu faire mieux, c'est certain, mais on est sur 6 matchs sans défaite, il faut relativiser et ne pas oublier. Il y a 2 mois, on était 19e. Ouais. Il y a El Cato qui est un peu plus déçu, qui nous dit je ne vois pas de progrès devant, mauvais sur les coups de pied arrêtés, coups francs et corner, j'ai l'impression qu'il ne travaille pas les combinaisons, un peu déçu par Batless. Et bon, après il y a Joz TV, c'est pas Joz, c'est Joz, qui dit que le peuple vert est trop gentil avec notre chère direction. Quand je vois les autres équipes jouer, j'ai l'impression de voir de meilleurs attaquants. Donc voilà, c'est des sentiments un peu ambivalents dans le chat ce soir, mais un peu comme les chroniqueurs, je crois. Ok. Bon, on va revenir sur tous ces points que vous avez abordés, notamment aussi sur notre petite doublette d'attaque qui a pas forcément montré son meilleur visage sur ce dernier match. Je sais plus qui tu citais qui disait qu'il était un petit peu déçu de Laurent Batless. Justement, on va commencer par ça, puisque Laurent Batless a testé quelque chose sur ce match. Il a changé son milieu de terrain avec toujours le même système mis en place avec une sorte de 3-5-2 avec Monconduit qui redescend comme on a pris l'habitude de le voir dans les derniers matchs, mais avec le milieu de terrain qui a changé, avec la titularisation de Lamine Fomba et de Kader Bamba au milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà avant de voir le match? Sur le papier, est-ce que ça vous paraissait intéressant? Et en pratique, est-ce que ça a été intéressant? On va commencer avec toi, Hervé. Moi, Fomba, honnêtement, sa rentrée face à Bordeaux, je l'avais trouvé plutôt intéressant. Je trouvais que c'était la meilleure rentrée qu'il avait fait depuis qu'il est arrivé chez nous. Et en voyant un petit peu la baisse de régime de Lobry et Bouchoirie depuis quelques matchs, je m'attendais à ce que Fomba soit amené à être titulaire. Par contre, la grosse surprise, ça a été Bamba, parce que Bamba, pour moi, ça devrait être le remplaçant naturel de Nkunku ou bien de Apia côté droit. Mais de l'avoir comme ça dans le cœur du jeu, je trouve pas qu'il ait les bonnes qualités, qu'il soit vraiment à sa place dans ce milieu-là. Donc pour Fomba, pas vraiment étonné. Même, alors après, sa performance, c'est autre chose, mais le fait qu'on le mette titulaire, ça m'a pas vraiment surpris. Bamba, beaucoup plus. Mais c'est aussi la baisse de régime, comme je l'ai déjà dit, Bouchoirie, Lobry, qui, je pense, a un petit peu poussé Batless à faire à tester autre chose. Tourner, à tester autre chose, voilà.
Alex, toi, sur le papier aussi, pareil, emballé, mais en pratique, pas forcément satisfait? Sur le papier, en fait, on s'attendait à ce que Laurent Batles change un petit peu ses munitions parce que, en effet, l'Aubry présentait des signes de fatigue, certainement de fatigue, je sais pas, c'est de fatigue, de lassitude. En tout cas, il n'était pas aussi présent, important et décisif qu'il y a quelques semaines. Là où j'étais étonné, c'est qu'on puisse sortir Bouchoirie. Alors c'est sûr, il alterne le bon et le moins bon, mais il alterne surtout le bon et le moyen ou très moyen. Faut pas oublier que c'est un joueur qui je trouve, a du mérite d'exister dans un championnat de Ligue 2 français. Par rapport à son gabarit, tu veux dire? Par rapport à son gabarit, ouais. Ouais. Parce que son gabarit est au départ pas forcément taillé pour ce type de division. On s'attend à des milieux défensifs plus costauds, plus solides sur leur canne. Mais moi, à chaque fois que je le vois jouer, et son entrée fait pas mentir, c'est un joueur qui pose d'énormes problèmes à l'adversaire, qui se faufile, qui est extrêmement dur à attraper quand il a la balle au pied et qui va systématiquement vers l'avant. Alors ça a été, selon les rencontres, selon le moment de la rencontre, pas toujours le cas ces derniers temps, qui fait que, comme on y était habitué, on s'est dit, tiens, il est moins bien, mais on se rend compte que quand il n'est pas là, ça fait quand même la différence. Ouais, et puis on a vu avec son entrée aussi, il a fait beaucoup de bien. Je vous ai affiché juste avant les notes des supporters qui mettaient 4 et 4 à Fomba et Bamba. Et ça coïncide avec les notes qu'on avait mis tous les chroniqueurs du Saint-Étienne Night Club. On avait mis 4 et 4 aussi en moyenne à Lamine Fomba et à Kader Bamba. Qu'est-ce qui ressort un petit peu du chat sur la titularisation de ces deux joueurs au milieu de terrain? Bah écoute, il y a ceux qui sont un peu critiques à l'égard de Batles et des choix de Batles, Ouais. et ça c'est un peu en relation avec ces choix-là, mais il y a Brocknaldo qui nous dit Batles a été à la ramasse dans sa compo, il y a Joz qui nous dit Bouchoirie pas titulaire, c'est juste une honte, il y a Chef Esteban qui a jugé que Apia était beaucoup trop haut, il y a Nins Auvergnat qui nous dit que Bamba est meilleur quand il rentre, il y a Nico qui nous dit Bamba et brouillon, tout simplement brouillon dans tout. Ouais. Il y a Aubameyang qui nous dit que les attaquants n'ont pas été très performants sur le match. Crasso absent de ce match. Finalement, les sortants de l'équipe peuvent être sereins pour la suite. Ça, c'est encore Brocknaldo qui nous le dit. Il y a Nils qui abonde dans ce sens, qui dit Bouchouari convoqué en équipe du Maroc, ça n'est pas pour rien non plus. Donc voilà. Ouais. Faut aussi se rappeler de la conférence de presse d'avant-match où Batles nous fait clairement comprendre qu'il y aura des surprises sur la composition de départ, où il a dit plusieurs fois que l'objectif c'était aussi de pouvoir surprendre un petit peu les adversaires, vu qu'on avait trouvé un schéma de jeu assez stable depuis sur tout le mois de février, et qu'il avait aussi peut-être envie de surprendre un peu les adversaires. Et puis la titularisation de Lamine Fomba en conférence de presse laissait présager qu'il serait titulaire le lendemain au milieu de terrain. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on a l'impression que c'était aussi une surprise pour Bamba d'être là. Ouais. Donc, qu'ils veuillent faire des surprises aux adversaires, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que ça déstabilise tout un système. Et là, Bamba, tel qu'il a été, d'abord, c'est un joueur qui manque de rythme. C'est un joueur qui a besoin de rythme, tout comme d'autres, hein, tout comme Nkunku au début, qui n'avait pas de rythme. Il a mis 1, 2, 3 rencontres à rentrer. Et puis maintenant, on voit son importance. Bon, peut-être que c'est un joueur aussi qui a besoin de ce rythme. Mais et je me permets de te couper. Ouais. Nkunku, c'est vrai qu'on se souvient de ces 2 premiers matchs où on se disait oulala, qu'est-ce que c'est que ce recrutement, est-ce que c'est pas un peu une catastrophe? Et puis il a aussi été placé à un poste qui lui convient mieux, en piston plutôt qu'en pur latéral. Et Kader Bamba, là je vous ai affiché les positions moyennes sur le match. Kader Bamba avait un rôle assez axial, alors qu'on sait que c'est plutôt un joueur de côté. Peut-être que aussi au-delà du rythme, s'il était placé plus sur le couloir, peut-être qu'il serait plus performant. Mais en plus, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, mais je trouve que c'est vraiment l'inverse qui se passe avec Nkunku et Bamba. Nkunku, comme tu l'as dit, sur les premières minutes réalisées avec le maillot vert, on s'est dit catastrophe. Et à contrario, Bamba, on disait super pioche. Et puis là, finalement, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a trouvé sa place. L'autre, on ne sait pas trop où le mettre ni quoi en faire, Kader Bamba. Et pour le coup, Nkunku, vraie bonne pioche. Et Bamba, pour l'instant, alors il obtient un penalty la semaine dernière. Mais pour l'instant, Bamba, c'est pas... En tout cas, sur le match de ce week-end,
clairement pas à sa place et vraiment pas au niveau des joueurs qu'il a remplacés, que ce soit Bouchouari ou Lobry. Ouais, pas du tout le Moi, même abattage. Non, pas du tout le même abattage. Et puis c'est quelqu'un qui nous avait laissé l'impression d'avoir une vitesse d'exécution, d'avoir une possibilité de percuter, de dribbler, d'éliminer. Bon là, j'ai l'impression qu'il hésite dans tout ce qu'il fait. Il a toujours un petit temps d'hésitation. Il n'a pas amené le rythme auquel on pouvait s'attendre avec un joueur comme lui sur le terrain, quoi. Ouais. Alex, du coup, je t'ai coupé, je te laisse terminer ce que tu disais. Non, c'était simplement, voilà, hein, vous avez tout dit. Hein. L'idée, c'était vraiment de dire que Bamba était peut-être pas dans les meilleures dispositions pour livrer une belle performance, peut-être pas au meilleur poste non plus. Donc, à un moment donné, il faut pas s'étonner si on met le joueur aussi en difficulté sur une rencontre. Après, il a raté des choses faciles qu'il est capable de faire, hein, mais voilà, tout ça conjugué. Moi, je serais très curieux de savoir comment analyse Batles, comment il analyse la performance de Bamba, Ouais. qui pour moi n'a même pas du tout le même profil qu'un Lobry, donc qui n'a pas joué du tout comme Lobry. Donc voilà, encore une fois, on veut déstabiliser l'adversaire en faisant des surprises, mais ne soyons pas surprenants pour nous-mêmes, peut-être. Ouais. Oui, c'est vrai que on réclamait de la stabilité depuis un moment à la SSE, on en avait trouvé un petit peu, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de l'avoir volé en éclats. On a parlé pas mal du milieu de terrain, j'aimerais qu'on parle de Gauthier Larsonneur, parce que mine de rien, Larsonneur, si je reprends les notes, nous on lui a donné 7 au SNC, les supporters lui ont donné 8, et globalement je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a fait un très bon match avec des arrêts clés. Est-ce que pour vous le renouveau de la S Saint-Etienne sur 2023, on le doit en grande partie à Gauthier Larsonneur? On le doit sur le terrain, en tout cas, oui, on le lui doit à lui. On avait senti déjà dans ses attitudes, dans un petit peu ce qu'il dégage, on le sentait dès le départ très investi, toujours à vouloir jouer rapidement, même si au final il le fait très peu de fois, mais à vouloir jouer rapidement, à vouloir aller de l'avant, à beaucoup communiquer, à parler. Et là, on ne parle même pas des qualités de gardien qu'il a. Que ce soit dans les sorties aériennes, malgré son gabarit un petit peu plus petit que la plupart. Communiquer, mine de rien, ça fait partie des qualités d'un gardien. Bien sûr, voilà. Mais après, je parlais des qualités vraiment. Oui, purement purement sur la technique, on va dire, de gardien. Mais plus que Gauthier Larsonneur et bien évidemment Charbonnier, même si lui, on va plus le voir. Moi, je trouve que ce qui a fait un petit peu le renouveau en 2023, à côté du mercato estival, on va parler du mercato hivernal. Mercato estival, on a des joueurs qui sont arrivés. La plupart connaissaient Laurent Batles, certains connaissaient la S Saint-Etienne pour y avoir été formés. Et je sais pas, j'ai l'impression avec du recul maintenant que tous se sont dit ça va rouler, ça va couler de source. Batles a fait monter 3 en faisant du beau jeu. Il est ancien joueur de Saint-Étienne, on le connaît, il nous connaît. Voilà, ça va le faire gentiment. Et puis personne n'a vu la longue dégringolade arriver. Par contre, le mercato hivernal, tous les mecs qui ont signé chez nous, ils ont su où ils mettaient les pieds, quoi. Ils ont su qu'ils avaient signé chez le 20e de Ligue 2. Et à partir du moment où les mecs ont signé et ont accepté ça, déjà, ça veut dire que dans l'état d'esprit, ils étaient psychologiquement armés pour sortir le club de cette très mauvaise passe-là. Donc je pense qu'il y a bien évidemment les individualités, mais je pense aussi un état d'esprit beaucoup plus conquérant qui est arrivé cet hiver avec toutes les recrues qu'on a eues. Mais Gauthier Larsonneur, pour rester sur lui, à mon avis, est le taulier de ce mercato hivernal. Ouais. Alex, sur Larsonneur et sur l'état d'esprit aussi, parce que mine de rien, je vois là, quand je reprends les stats du match, je vois qu'en duel remporté, on est à 52 pour Saint-Étienne, 67 pour Amiens. Alors c'est de l'interprétation de stats, mais c'est aussi une impression qu'on a eue que l'état d'esprit hier était peut-être moins investi que sur les matchs précédents. Donc sur Larsonneur et son apport, et sur l'état d'esprit un petit peu qu'on a vu global sur la rencontre d'hier. Sur Larsonneur et son apport, je pense qu'on est d'accord. C'est le gardien de but qu'on attendait depuis quelques temps déjà, depuis la saison dernière au moins, même peut-être. Je pense que, comme d'habitude, cet été, on était sur Larsonneur, mais on n'a pas voulu faire l'effort suffisant peut-être pour l'attirer. Résultat des courses, il s'est retrouvé à Valenciennes sous forme de prêt. Je pense qu'on aurait largement pu le récupérer dès cet été. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il est passé entre les mains d'un Jérémy Janot qui sait aussi peut-être remobiliser psychologiquement ses gardiens. Et du coup, on a un Larsonneur en pleine bourre qui est arrivé chez nous et puis qui baisse pas en régime.
Donc oui, Larsonneur, clairement, un des gros facteurs X de cette équipe et qui permet aujourd'hui aux Verts d'être là où ils sont. Après, sur l'état d'esprit, ça peut être décevant parce qu'en fait, c'est une équipe qui est un peu sur courant alternatif. On l'a vu commencer pied au plancher. Moi, je l'ai trouvé vraiment ce début de match ou cette première mi-temps était hyper emballante. Il y avait des choses très intéressantes. Il manquait de la finition. Alors, c'est vrai que c'est toujours frustrant, mais voilà. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a récupéré, et tu as raison, Hervé, de le dire, des gens qui savaient où ils mettaient les pieds. Donc, ils peuvent pas dire aujourd'hui, bon, bah voilà, je suis là, mais on est quasi relégable, etc. Bon, ils savent pourquoi ils ont signé. Nkunku, je le trouve admirable dans ce rôle-là. Hein. Lui se pose pas de questions. Hein. Il est là pour jouer, pour avancer, pour tirer l'équipe avec lui et il le fait super bien. Il a beaucoup de confiance en lui. Je pense que ça rejaillit. Il faut pas oublier l'impact de Charbonnier, qui est arrivé avec un esprit très guerrier. Je suis un peu désolé pour lui de sa blessure et puis pour l'équipe parce qu'il offre pas de solution aujourd'hui qu'on voit que Crasso est en méforme. Il n'offre pas de solution pour faire souffler un peu Crasso. Mais en tout cas, état d'esprit de guerrier. Et puis n'oublions pas une chose, mais on a laissé partir des gens dont on ne savait pas dans le vestiaire s'ils n'étaient pas peut-être un peu problématiques. Ouais. Ivan Masson, Charles Abi, je ne sais pas s'il était problématique, certainement pas, Palencia non plus. Mais on fait partir aussi des gens, en tout cas, qui chargent le groupe et qui n'ont rien à espérer de Laurent Batles sur les prochains mois. Donc ça aussi, ça fait du bien au vestiaire. Oui, mine de rien, le départ de joueurs comme Gabriel Silva ou autres, effectivement, a pu aider. Ouais. On a parlé du milieu de terrain, on a parlé du gardien. Je vous propose qu'on parle un petit peu de la ligne d'attaque, puisque hier, si on regarde les notes que nous avons données, Crasso et Wadji obtiennent tous les deux un 3, et les supporters ont mis pareil, un 3 à Wadji et Crasso. Est-ce que leur match, et je vous pose la question aussi à vous dans le chat, je viendrai vers vous juste après, est-ce que le match de Wadji et Crasso est inquiétant ? Ou est-ce que c'est simplement une petite erreur de parcours ? C'est vrai que je vous affiche quand même les stats de Crasso et je vous afficherai les stats de Wadji derrière. Ça illustre bien le fait qu'il soit passé un petit peu à côté. Ben pour Crasso, il y a une donnée dont on a très très rarement parlé, parce que Crasso, on a déjà parlé de sa fameuse nonchalance, du fait qu'il soit pas toujours impliqué. On a parlé un petit peu de l'état d'esprit du joueur. Mais il y a un truc dont on n'a jamais ou quasiment pas parlé pour Jean-Philippe Crasso, c'est sa capacité physique à pouvoir enchaîner une dizaine de matchs. Et matchs qu'il joue en plus en entier. Et je pense que c'est un petit peu la limite. On l'avait vu après sa super performance face à Bastia à l'automne, où derrière il avait un petit peu avalé la trompette. Il avait fallu justement que Charbonnier arrive en décembre pour le faire un petit peu s'asseoir sur le banc. Alors à l'époque, on s'était juste dit, Laurent Batles, il veut le piquer, c'est le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Mais voilà, il veut le piquer un petit peu dans son orgueil parce qu'il en fout plus une. On ne s'était pas posé la question, ou en tout cas je ne m'en rappelle pas, de sa capacité, je le redis, physique. Enchaîner. Et voilà, enchaîner. Et je pense que Crasso, là, on atteint cette limite-là pour lui. La trêve qui arrive après le match du Havre va faire énormément de bien à tout le groupe et surtout à Jean-Philippe Crasso. Moi, par contre, ce que je veux retenir par rapport à une époque où effectivement, il avait l'air à des années-lumière d'être concerné par le sort de l'équipe et de ses coéquipiers. Là, même s'il est passé à côté de son match offensivement parlant, dans l'attitude, j'ai trouvé malgré tout qu'il était un petit peu plus combatif qu'à une certaine époque. Ouais. Sur corner, il vient souvent nous soulager. Sur les corners qu'on subit, c'est souvent lui qui place la tête pour dégager au premier poteau. Donc voilà, dans l'attitude, je trouve qu'il est toujours là. En plus, moi, je m'étais posé la question il y a quelques semaines au SNC, où j'avais peur que l'absence de Charbonnier, le manque de concurrence fasse qu'il retombe dans ses travers. D'un point de vue d'état d'esprit, j'ai plus trop de soucis par rapport à ça. Je le vois faire des efforts qu'il faisait pas. Il y a eu un switch niveau état d'esprit le jour où il a été nommé capitaine, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un petit truc comme ça. Par contre, physiquement, c'est quand même un beau gaillard, Crasso. Et je pense qu'il a un petit peu de mal à traîner sa carcasse en ce moment. Donc moi, je mettrais ça sur le compte du physique. Il faut qu'il se refasse la cerise, quoi.
Et Alex, je te lance sur Wadji, du coup, on a parlé de Crasso, Wadji, qu'est-ce que tu aurais à nous... Si tu avais Wadji en conseil de classe, là, quel bulletin tu lui attribuerais? Le problème, c'est que si j'avais Wadji en conseil de classe, je serais bien embêté parce qu'il nous a mis parfois des buts qu'on n'imaginait pas qu'il puisse mettre, et puis important. Sa chevauchée où il résiste au retour de 2 adversaires, il arrive à la glisser au bon endroit, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de lucidité, malgré une course de 70-80 mètres. Donc on se dit, bon ben voilà, on a un vrai buteur, et puis quelqu'un qui est en plus capable d'aller chercher les buts tout seul. Et puis il nous fait contre Bordeaux, plat du pied, 2 mètres au-dessus de la barre. Là, il y a un plat du pied encore à poser. Moi, j'ai envie de dire, Wadji, c'est du travail devant la cage et beaucoup de répétitions techniques. Ouais, t'as envie de lui faire bachoter ses gammes pendant 10 heures par jour pour mais juste voilà, mettre le plat du pied au fond. Exactement. Et si je l'avais en conseil de classe, je dirais, mais reprenez les bases. Ouais. Reprenez les bases et dites-vous que vous êtes capable et que vous avez un bon potentiel, mais reprenez les bases. C'est juste pas possible. Donc moi, je pense que c'est un petit peu de relâchement. Ça peut pas être de la fatigue. Je le trouve pas fatigué. En fin de match, il court toujours, il est combatif, il a l'état d'esprit. Mais bon sang que c'est frustrant de le voir aussi maladroit, avec des sautes peut-être de concentration, alors que le geste est tellement simple à faire. Ouais. Et ce qui a été frustrant aussi à un moment, je ne sais pas si tout le monde l'aura en tête, mais à un moment, il y a Nkunku qui peut la lui mettre. Il est tout seul. Là, honnêtement, il est à même pas 2 mètres de la cage, donc c'est impensable qu'il la rate. Et Nkunku fait un pauvre tir, petit filet. Là, pareil, s'il le sert, ça fait un but de plus pour Wadji. C'est vrai, oui. Du coup, son match, on l'analyse plus du tout pareil, quoi. Ouais, mais que là, faut aussi te dire, Hervé, que peut-être que s'il lui met pas à Wadji, c'est peut-être que parce que justement, il a pas confiance en ses capacités de finisseur, quoi. Ouais, peut-être, mais c'est vrai que là, placé comme il était, et en plus, Nkunku, bon, si ça va au fond, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, sur le but qu'il met, il peut la donner à Bouchouari, deuxième poteau. Il choisit d'y aller tout seul, ça va au fond, très bien. Mais là, à partir du moment où ça va pas au fond, ça veut dire qu'il n'a pas pris la bonne décision, quoi. Ouais. Alors, je vais te dire, il a intérêt à les marquer, hein, Hervé, tous ses buts, Nkunku, et pour l'instant, ça lui réussit, parce qu'il fait des drôles de choix par moment. Ouais, je suis d'accord. Il est un petit peu, alors je vais pas dire tout droit, parce qu'il n'est pas tout droit, mais il est un petit peu têtu quand il arrive dans cette position en fin de course. Il a tendance à vouloir frapper plus qu'à vouloir donner les ballons. Mais bon, on va pas lui en vouloir parce que ça lui réussit ça en plus. Voilà. Pour l'instant, ouais, il est plutôt en réussite notre. Mais regardez l'attitude de. Alors je sais plus qui est au centre quand il marque le but. Hein. Il y en a un, honnêtement, s'il le sert pas, s'il marque pas et puisqu'il le sert pas, je pense qu'il devient dingue. Hein. C'est Bouchouari. Ouais. C'est Bouchouari qui râle un petit peu, ouais. Ouais, et qui va pas répéter tout de suite le but. Voilà. Exactement, ouais. Alors ça peut aussi, ça dénote quand même un petit truc de Bouchouari qui commence à pointer le bout de son nez. C'est un petit peu l'agacement qu'il peut avoir quand un tout peu va râleur. Pas dans son sens. Voilà. Il a l'air un petit peu râleur. Je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sans refaire un bis repetita, mais le fait de vouloir surprendre l'adversaire, honnêtement, aujourd'hui, tu arrives à museler Crasso comme Amiens l'a fait, parce que Crasso, finalement, c'est le seul joueur vert qui portait le ballon en ayant tout de suite 2 joueurs d'Amiens sur le rable. Tous les autres joueurs avaient toujours 2-3 mètres pour pouvoir avancer balle au pied. Crasso, lui, ne l'avait pas. Mais aujourd'hui, si tu veux surprendre ton adversaire, alors je dis pas tu sors Nkunku du terrain, mais je veux dire, maintenant, on est carrément stéréotypé. Toutes les actions offensives, ou presque, passent par Nkunku côté gauche. Donc c'est vrai que le fait en plus qu'il est peut-être un QI foot pas si élevé que ça, Nkunku, il a des grosses capacités physiques, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense que voilà, ça va y manquer. Moi, je trouve qu'il bouffe un petit peu la balle en ce moment. Ouais. Nkunku, il n'a pas encore le melon, mais voilà, je trouve Alors, il a pris confiance, c'est très bien, tant mieux pour nous. Encore une fois, ça paye parce que c'est comme ça qu'il marque. Voilà, mais attention, il y a des fois où il pourrait marquer et derrière faire marquer, ou l'inverse, faire marquer et derrière marquer. Lui, il est toujours omnibulé effectivement par le tout droit et la frappe, quoi. Alors, tu parlais de 2 joueurs d'Amiens. Je peux citer Damien Perkis et Damien Bridono. Mais sur ce, on a laissé le chat au repos pendant trop longtemps. Mon cher Karl, sur la ligne d'attaque, Crasso Wadji, j'ai vu beaucoup de commentaires.
Oui, alors je vais t'en sélectionner quelques-uns parce que voilà. Mais il y a Joss qui nous pose la question, tout simplement. Crasso commence-t-il pas à avoir la tête ailleurs? Il y a Céline qui nous dit que Crasso est en totale perte de vitesse déjà contre Bordeaux, pardon. Le néant total sur ces 2 derniers matchs. Il y a Nins qui tempère, qui dit qu'il y avait peut-être une bonne défense en face du côté d'Amiens. Il y a Joss qui nous dit oui, Joss, pardon, qui nous dit Crasso, oui, c'est inquiétant. Wadji, on en attend un peu moins. Crasso est trop seul, que dire de Wadji, mon Dieu. Jérémy qui nous dit Crasso va doucement se laisser couler jusqu'à la fin de saison. On rappelle qu'il est en fin de contrat. Ouais. Crasso fatigué, a un match par semaine et il veut jouer plus haut. Bon, plein de questions, plein de sarcasme. Il va surtout jouer dans un chausson pour son nouveau contrat pour Jérémy. Wadji a toujours les pieds carrés. Il y a un énorme problème dans la dernière passe et le dernier geste pour Céline. Pascal qui nous dit Wadji court, mais une occasion énorme manquée à Bordeaux et une samedi. Ça fait beaucoup pour un avant-centre. Bon, et après, c'est parti sur Nkunku. Et il y a Patrice qui nous dit Wadji, il fait du Wadji. Ça reste frustrant techniquement. La déception, c'est Crasso complètement transparent depuis 2 matchs. Qu'est-ce qu'il se passe? Voilà. Ouais, alors j'entends qu'il y ait plusieurs personnes qui se demandent si Crasso est pas un petit peu en train de lever le pied vis-à-vis de sa fin de contrat. Moi j'ai du mal à faire ce genre de procès d'intention parce que je pense que quand tu es sur le terrain, tu te dis pas consciemment aïe je lève le pied, mais ça me donne envie de vous poser une question plus globale sur peut-être ce relâchement. La zone rouge, je vais vous l'afficher, elle est à 4 points. Hop. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on s'est vu sorti de la galère un petit peu trop tôt avec ce magnifique mois de février avec un 100% de victoire? Et est-ce que vous n'avez pas peur justement qu'il y ait un relâchement et qu'on se retrouve vite à redégringoler au classement? On rappelle notamment que la semaine prochaine, on affronte Le Havre qui fait partie des meilleures équipes de ce championnat. T'en penses quoi, Alex? Ouais, c'est fort possible. En tout cas, on se rappelle qu'avec Pascal Duprat, il y avait eu cette période un petit peu. La période où je veux voir un match dans les copes, ouais, on s'en souvient. Ouais. Voilà, c'est ça, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, on s'est vu beau. Et puis à partir de ce moment-là, on a recommencé à descendre. Alors bon, aujourd'hui, je pense qu'on a un petit peu plus de marge qu'on en avait en Ligue 1. Ouais. Avec cet effectif qui avait vraiment la tête dans le sac. On a un peu plus de marge, mais je vois pas forcément de la suffisance en fait dans l'attitude des joueurs. Un relâchement inconscient peut-être. Si on en revient à un gars comme Crasso, faut peut-être pas oublier aussi une chose, c'est que les gens depuis 1 mois, 2 mois, ils regardent les matchs de la SSE. Ils ont les mêmes conclusions que nous, à savoir que si on arrive à cadenasser Crasso, si on arrive à exister dans le dos des pistons, sur les ailes, on les met en très grosse difficulté, d'autant que défensivement ils sont fébriles, donc ils le voient tout ça. Et moi je pense qu'on est en train en effet toujours pour parler de Crasso, je suis désolé, mais c'est vrai que lui c'est un petit peu celui qui quand il va pas bien, la SSE va moins bien. Il n'arrive plus à surprendre autant qu'avant. Ouais. Ces grilles sont observées, sont analysées par les défenseurs. Oui, il y a de la vidéo aujourd'hui, donc on regarde les matchs, on regarde ces vidéos, et on sait que il a cette espèce de dribble virgule, qu'il arrive à emmener le ballon d'un côté et puis de l'autre très rapidement, et les défenseurs l'anticipent. Donc peut-être aussi qu'il est mis en difficulté parce qu'il est attendu tout simplement. Et c'est peut-être aussi ce qui l'a mis en difficulté en Ligue 1, et qui me laisse de gros doutes quant à sa future réussite l'année prochaine s'il joue à l'étage au-dessus. C'est-à-dire que c'est un joueur, est-ce qu'il n'est pas sur un plafond de verre en Ligue 2? Et est-ce que la Ligue 1, il y réussira? Vous voyez, aujourd'hui on le voit beau avec ses 13 buts, mais attention, ça reste un joueur qui n'a pas non plus prouvé grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Kékéouette dans le chat, je le vois, qui dit ça fait 10 ans qu'il fait le même crochet, ça commence à se voir. Et c'est vrai que tu parles de son total de buts. Bon, je suis pas en train de dire que Crasso est une pipe, très loin de là, mais c'est vrai que parmi tous ses buts, il y a un quadruplé contre Bastia, et puis il y a quelques pénaltys. Donc au final, dans le jeu, c'est pas non plus l'attaquant prolifique qu'on pourrait imaginer en regardant uniquement sa ligne de stats. Et quitte à excuse-moi Hervé, je te coupe, je t'en prie. Mais quitte à surprendre Laurent Batles, mais au Havre, mais peut-être que
mettre Crasso sur le banc et surprendre avec quelqu'un de frais et qui pourrait apporter quelque chose de différent à la place de Crasso, ça pourrait être un vrai coup. On joue chez le leader, qu'est-ce que finalement on a à perdre et puis faire rentrer Crasso en cours de match, ça, il n'y a aucun problème. Après, tu mets qui à la place de Crasso? Parce que Charbonnier est out. Hein. Ouais, Bah, alors peut-être Bamba, le mettre un petit peu plus haut. Et après, pour rebondir Bartor sur ça, Alex, je Pardon. rappelle quand même que Sochaux, par exemple, qui est venu nous taper 3-2 il n'y a pas si longtemps que ça à Geoffroy Guichard, leur meilleur buteur et meilleur passeur, alors il m'excusera, hein, j'ai pas retenu son nom, mais au coup d'envoi, il est sur le banc, le mec. Et c'est lui qui, en rentrant, voilà, c'est lui qui, en rentrant, nous met la misère, nous met un but et fait une passe décisive, je crois. Même chose, alors ça n'a pas eu de conséquences, mais le meilleur buteur nîmois, quand on va chez eux, il est sur le banc, c'est lui qui sort du banc, et c'est lui, Choukounté, qui relance complètement la partie en mettant le but sur corner. Donc oui, il y a des équipes qui l'ont fait contre nous, de sacrifier, entre guillemets, sur le 11 de départ, leur meilleur attaquant. Par contre, le meilleur attaquant sorti du banc, bah, tout de suite, les autres ont un petit peu les miquettes, et ça peut amener quelque chose. Après, n'oublions pas que Cafaro n'était pas titulaire aussi depuis quelques matchs, donc offensivement, que ce soit lui, Bamba, on a peut-être moyen de faire effectivement un petit quelque chose, mais je le redis, tant que Nkunku et Crasso sont sur le terrain, Tiens, je vois pas en quoi on va arriver à surprendre nos adversaires, quoi. Hervé, je t'attrape par la hanche. Un petit mot sur l'entrée de Cafaro? Un petit mot sur l'entrée de Cafaro, on a revu, je dirais, le Cafaro, là aussi, pour le coup, concerné, qui a essayé, qui a tenté, il y a eu pas mal de bons centres. Moi, je l'ai pas trouvé si bidon que ça sur son entrée, Cafaro. Il faudrait par contre qu'il nous amène lui aussi une vraie plus-value sur les coups de pied arrêtés parce que mon conduit au corner, je sais pas combien de corners on a eu sur le match, mais on a été dangereux une fois grâce à une tête du très bon Seydou Sow. C'est le seul corner, je sais pas, on en a eu peut-être 10. Il y a un corner où on est dangereux, ça c'est plus possible. Et Cafaro peut amener ça, je pense, quoi. Karl, au niveau de l'état d'esprit, on parlait un petit peu de l'état d'esprit et du potentiel relâchement. Le chat a un avis là-dessus ou Je pensais que tu allais me faire réagir sur le compliment d'Hervé pour Seydou Sow, mais dans le... C'était fait pour, Karl. On savait, donc Leïla qui nous dit, on savait que mars serait un mois difficile. Charbot manque, mais le groupe a le mental pour revenir quand on est en grande difficulté. Le problème, ce sont les trous d'air en seconde mi-temps. Il y a El Cato qui dit que notre banc est tout simplement trop faible. Il y a Patrice qui alerte et qui dit une défaite au Havre et on peut être limite dans la zone de relégation, mais j'ai du mal à être inquiet compte tenu de notre effectif. Il y a Joss qui nous dit, enfin qui revient sur Crasso, qui nous dit plutôt d'accord avec Boss Alesque, évidemment. Pas encore convaincu qu'il soit capable de jouer en Ligue 1 dans un club hors relégable. Il y a Nils qui dit on va pas se passer de Crasso face au leader quand même. Voilà, donc Crasso c'est trop lent pour la Ligue 1. Oui, mais on met qui à la place de Crasso? Compliqué de mettre Crasso sur le banc, qui reste notre meilleur technicien et qui peut faire la différence. Ça, c'est Albert, qu'on salue. Il y a Nico qui note, qui nous dit Crasso, s'il prend un jaune au Havre, c'est mort pour Niort. Faut pas oublier ce paramètre. Ça sera également le cas de Nkunku. Crasso, on peut pas mettre Crasso sur le banc pour mettre qui, si ça peut faire sortir l'autre. J'ai pas compris la suite. Ok. Voilà. Alors, écoutez, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses sur le match en lui-même. J'aimerais juste qu'on ouvre un petit sujet. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir dans le chat. Mais avant le coup d'envoi, il y a eu une réaction un petit peu épidermique des cops sur les jeux de lumière de Geoffroy Guichard. Alors je sais, Karl, que tu étais au stade, et je vais te citer, puisque tu m'as expliqué un petit peu ce qui s'était passé plus précisément. Et en gros, pour ceux qui n'auraient pas suivi, pendant la trêve Coupe du Monde, il y a eu des travaux dans le stade, des nouveaux éclairages, nouveaux sons, écrans incurvés, tout ça. Et depuis la reprise, ils ont décidé de faire des jeux de lumière lors des matchs en soirée, quand Laval, Pau, Amiens sur la Chanson des Verts, en mode Parc OL ou stade américain, quoi. Et les deux cops n'apprécient pas du tout. Il y a eu des banderoles déployées des deux côtés réclamant l'abandon de ces jeux de lumière. Le cop Nord a même sifflé abondamment, et les capots ont dit « Vous inquiétez pas les gars, ils arrêteront leur cinéma à un moment ou à un autre ». Voilà un petit peu ce qui s'est passé juste avant le match. Je vais te donner la parole à toi, Karl, en vrai, en premier. Toi qui étais au stade, qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu de ça?
En fait, on a eu un petit débat avec Kevin avant l'émission, et moi, je comprends totalement les réactions des, euh, des ultras, des supporters, tout simplement parce qu'en fait, l'avis était partagé par tout le COP Nord dans lequel j'étais. C'est-à-dire que les jeux de lumière, enfin l'avant-match doit être réservé justement à ces supporters qui mettent l'ambiance, qui se démènent pour organiser des animations, faire des tifos, des bâches, enfin tout ce que vous voulez, tout type d'animation, qui s'égosille la voix. Et pour voir des jeux de lumière que tout le monde dénonce et tout le monde s'est moqué au Parc OL ou dans les gros stades depuis des mois pour au final retrouver ça dans son stade, c'est pas très logique. S'il y a des systèmes de lumière où ça s'allume, ça s'éteint, on comprend pas trop. Les banderoles, elles ont été déployées des deux côtés en revendiquant le côté populaire du club, loin de Bah, ces shows, etc. c'est vrai que ça Donc, peut avoir du voilà. sens dans un stade comme le Parc OL où globalement il y a assez peu d'ambiance et les supporters font pas beaucoup d'animation, mais dans un club comme Saint-Etienne où le Oui, public est vraiment investi, et oui, mais, ça a moins d'un mais sens, quoi. totalement. Mais totalement. Et puis moi, enfin, j'aime beaucoup le rugby. Je sais qu'en rugby, ça se fait particulièrement. Ça se fait à Clermont, ça se fait dans les clubs, mais aussi au niveau national, au Stade de France avec l'équipe de rugby. Et c'est totalement différent parce qu'il n'y a pas du tout la même place accordée aux supporters, aux groupes, etc. Qu'au foot, ou en tout cas en particulier à Saint-Etienne, où les deux COP et les groupes qui y siègent et qui les occupent ont une place prépondérante dans l'animation avant le match et pendant le match. Donc voilà. Ok. Un avis, Alex et Hervé, là-dessus. C'est juste une petite parenthèse, hein. C'est pas un sujet, je sais, qui passionnera forcément tout le monde, mais vu que c'était une réaction du public, j'avais bien envie qu'on l'évoque vite fait. Moi, j'avais connu. Pardon. Vas-y, Hervé, vas-y. Moi, j'avais connu le COP Nord sur la dernière remontée et sur les 3 années qui ont suivi en Ligue 1 où j'étais à tous les matchs en COP Nord. Et déjà, il y avait eu une période où la sono, ne serait-ce que la sono du speaker, la musique à l'entrée des joueurs venait couvrir les chants qui sortaient du COP Nord. Et déjà, à cette époque-là, on avait un peu les mêmes. C'était un petit peu les mêmes, pas revendications, mais voilà, c'est un petit peu chiant en fait. Parce Ouais, qu'il y laisser a le du monde public faire dans son le devoir de stade. public, quoi. Voilà, après on peut peut-être trouver un moyen parce qu'effectivement, j'ai vu passer dans le chat, il y a des enfants qui aiment ça, c'est vrai que ça fait partie du spectacle, mais à partir du moment où les joueurs rentrent sur la pelouse, qu'on nous foute un petit peu la paix avec tous ces trucs-là, Ouais. qu'on laisse le public justement faire voilà, jouer son rôle de supporter, encourager, faire du bruit, chanter, tout le monde réclame, il faut que les cops chantent, et puis quand ils chantent, les 2-3 premières minutes, c'est couvert par, je vous dis, la sono, tout ça, donc ouais, c'est un peu de poudre aux yeux, voilà, quoi. Ouais, disons que ça va s'équilibrer petit à petit. Alex, t'es d'accord avec ça? Ouais, non, mais dans ce club, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond et même jusque-là, quoi. Il n'y a pas un référent supporter, il n'y a pas un interlocuteur avec les groupes de supporters qui peut à un moment donné dire, voilà les gars, nous, au stade Geoffroy Guichard, on pense utiliser ces nouveaux éclairages pour mettre de l'animation avant les matchs pendant la chanson Allez les Verts de Monty. Il n'y en a pas un qui est capable d'aller voir les groupes de supporters et de dire, voilà, est-ce qu'au niveau de vos animations, on sait que vous êtes hyperactifs à ce niveau-là, est-ce que ça vous pose problème, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On ne peut pas dialoguer avec les gens, en fait. Mais ils vont répondre que non, ils ne dialoguent pas parce qu'ils ne dialoguent pas depuis des mois avec les supporters. Parce que, ou alors en off. Mais ils ne dialoguent pas. Et je crois que c'est une façon de dire, bah oui, on prend en main des choses, tant pis ce que vous en pensez, on prend en main des choses. Et je crois que c'est pas le meilleur des moments pour se mettre à nouveau à dos les supporters. Ils reviennent tranquillement vers l'équipe, ils animent à nouveau les tribunes, ça se passe super bien, il y a une super ambiance à Geoffroy Guichard, et ils trouvent encore le moyen de se faire siffler à travers des projecteurs dont tout le monde se fout. Ça marche super bien sans ces lumières et je vois pas pourquoi ils s'entêtent là. C'est n'importe quoi. Comme quoi, Juste, ouais, vas-y, Karl. Ouais, juste, j'amène un complément d'information parce que je sais pas si tu as oublié, si tu l'avais dit ou pas, mais tous ces travaux qui ont été effectués, c'était pour la Coupe du Monde de rugby qui a lieu l'année Ouais. prochaine et qui accueille je crois qui accueille des matchs de rugby. Et c'était dans le cahier des charges parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, au rugby, les jeux de lumière, etc., ça se fait beaucoup. Donc c'était pour ça. Le but initial, c'était toutes ces transformations, les écrans, le son, les lumières, c'était pour le rugby initialement et Saint-Etienne, visiblement, en profite. Ouais. Mais À ce moment-là du match, les rugbyman dans les stades, ils sont en train de vomir toute la bière qu'ils ont bu, donc c'est pas gênant pour eux, mais au foot, c'est pas pareil, quoi.
Mais Ah bah oui, ce complètement. ce qu'a dit Alex sur l'absence de communication entre les représentants des supporters et le club me fait un petit peu penser à la gestion de la réforme des retraites. Mais nous ne sommes pas là pour parler politique. Alors, messieurs, je crois que nous avons fait un petit peu le tour Jean-Luc. sur ce match. Nous allons passer à la chronique et c'est la chronique sans de... transition aucune. Hein. Ah bah non, là c'est on y va, je te laisse la main, mon cher Hervé. Alors attention, parce que je crois que j'ai un petit jingle à toi. L'amour est dans le pré, il est où? Attention, c'est parti, jingle. Hervé, L'amour est dans le pré. l'amour est dans le pré. Hervé, l'amour est dans le pré, nous t'écoutons. Ah, l'amour est dans le pré. Eh oui, 6 matchs sans défaite, les gars. 6 matchs sans défaite. Du monde dans les tribunes, des superbes jeux, lumière et son dont on vient de parler. Bref, ça fait plaisir de se sentir amoureux des Verts sans endosser pour cela une tunique en cuir avec une cagoule et une boule en latex dans la bouche. Voilà, nous sommes le 10 mars et comme chaque année à la même époque, eh bien, on a droit au giboulé de mars. Alors vous savez, moi, les saisons, c'est ma grande passion. Donc un giboulé, c'est quoi, monsieur Gillot-Pétré? Eh bien, c'est très simple. Un giboulé, c'est une averse accompagnée de vent, une averse brève et violente qui se produit lors du passage de l'hiver au printemps. Bon, un truc bref et violent, au mois de mars, moi, ça me rappelle vaguement ma dernière soirée au fucking Blue Boy, mais cela Là, ne nous regarde pas. Non, sérieusement, ça me rappelle plutôt que des espoirs brefs et des redescentes violentes. Ben ça, les Verts, ils nous y ont habitués. On a déjà connu des moments comme ça. Si, rappelez-vous, la saison dernière, à peu près à la même époque, ben, l'équipe était un chouïa moins engourdie qu'en plein hiver. Elle enchaînait 2 matchs nuls avant de se faire fesser le fion par les sardines de l'OM. Et surtout, ils explosaient façon fucking Blue Boy, avec un score de tennis face au Merlu de Lorient. Et à partir de ce moment-là, ben, les gars, ça sentait plus vraiment le poisson, mais plutôt la merde. Donc ce match-là, ben, il fut bref, hein, il n'y avait pas eu d'arrêt de jeu. Ce fut surtout très très violent, tellement violent qu'à côté de ça, le carré VIP du fameux fucking Blue Boy avec Jérém Magique, Nico Saint-Paul et le Cowboy ressemblait plutôt à un hôtel d'église avec des enfants de chœur. Bref, je m'égare un petit peu. Donc le supporter que je suis, ben, il sait trop que le passage de l'hiver au printemps, c'est un moment en fait de vérité dans une saison de foot. Au milieu de l'hiver et du froid, nos Verts nous ont rappelé que justement le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et comme l'an passé, à pareille époque, ben, l'espoir renaît. Les tribunes sont pleines à nouveau, battent les records. Les tribunes se remettent à chanter. On va bientôt remettre les casquettes à la place des bonnets, mais attention, les Verts, il y aura bientôt également le changement d'heure. Alors il faudrait que tout le monde reste bien synchro. Le printemps arrive et avec lui le compte à rebours final de la saison aussi. Alors, mois de mars, pour l'instant, on est un petit peu le cul entre deux chaises, mi-figue, mi-raisin. Mais bon, même avec un mauvais mars, ça repart. Il nous faudra sans doute attendre mai pour voir notre maintien acté et le fêter comme il nous plaît. Mais surtout, entre les deux, s'assurer qu'en avril, les Verts retrouvent le fil. Merci. Merci Hervé. Voilà, avec plaisir. Avec grand plaisir. Alex, une réaction? Ah ben non, mais là, je reprends... Non, là, je laisse le chat peut-être réagir. C'était beau. C'était beau, Hervé. Merci. Il nous a fait de la poésie, le bon Hervé, de la poésie à base de fucking Blue Boy, bien sûr. Voilà, faut y arriver quand même, quoi. Ah oui, non mais... Du talent. Je me permets de saluer la calvitie de Belot dans le chat qui nous dit bonsoir de la magnifique ville du Rhône, Lyon. Eh ben écoute, n'hésite pas, hein, je suis pas loin de chez toi, si tu veux on peut se retrouver. Messieurs, nous avons un match qui arrive ce week-end. Nous avons un match contre Le Havre. Eh bien nous allons en parler tout de suite. C'est parti, jingle, prochain match. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors messieurs, vous voyez le calendrier de Ligue 2 qui s'affiche pour ce week-end. On a donc Le Havre Saint-Etienne à 15h samedi 18 mars. Et petite question toute simple, question pas de journaliste. Est-ce que vous pensez que les Verts peuvent le faire face à une des meilleures équipes du championnat ?
Question compliquée parce que on a bien envie que cette série d'invincibilité se poursuive. On a l'impression que même quand ça va pas, on parvient à tirer un petit point, hein, comme Amiens ou Bordeaux, c'est tiré par les cheveux, mais on repart avec ce point. Le Havre, c'est quand même l'équipe qui fait belle impression, hein, avec Sochaux aussi, hein. Je mettrais Bordeaux en dessous de ces deux équipes. Euh, Ce qui est évident, c'est que est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut appuyer sur la touche revanche, peut-être? Peut-être qu'il y a une revanche à prendre face à cette équipe qui nous a mis dans le dur et qui nous a humiliés à Geoffroy Guichard. Oui, on rappelle hein, le match où on en prend 6 quand même à l'aller. Voilà. Peut-être qu'il y a une revanche à prendre. En même temps, aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui ont joué cette partie. Il faudrait regarder le 11 qui avait été aligné au match aller. Mais on se rappelle qu'on avait notamment Étienne Green dans la cage, hein, qui avait été expulsé. Qu'on avait des joueurs qui étaient un peu la tête à l'envers. Hein. Briançon, Giraudon n'étaient pas forcément très en forme à ce moment-là. Alors voilà, est-ce qu'il faut jouer là-dessus? Maintenant, dans le jeu, il est évident que le Havre est beaucoup plus rodé. La confiance est du côté du Havre. Saint-Étienne peut compter peut-être en effet sur certaines individualités. Mais je pense qu'au Havre, il y a un entraîneur qui est intelligent, qui a aussi bien analysé nos forces et surtout nos faiblesses. Et je crois que ça va être très très compliqué de ramener quelque chose du Havre. Donc bah tiens, allez, on enchaîne directement là-dessus. Si je te demande ton prono, tu me dis combien? Moi, je dirais 3-1 pour le Havre. Ok. Hervé, toi, est-ce que en bon optimiste que tu es, tu arrives à voir un résultat autre qu'une défaite? Bah, moi, comme je l'ai dit, et comme je l'ai un petit peu dit dans la chronique, il faut pas se louper là sur les prochains matchs qui arrivent. On s'en fout de savoir si c'est contre du haut de tableau, contre des adversaires directs qui jouent le maintien. Il faut arriver invaincu jusqu'à cette trêve internationale où là, pour le coup, tout le monde aura le temps un petit peu de regonfler les batteries parce qu'effectivement, il y a un match par semaine et tout ça. Mais je pense que nerveusement et psychologiquement, la situation qui était celle des Verts il y a encore 2 mois de ça, je pense que ça doit quand même pomper du jus. Rien à voir avec le fucking Blue Boy, là, ce coup-ci. Mais je pense que les gars voilà, sont fatigués. Et il faut arriver à cette trêve en limitant la casse. On a réussi à le faire face à Bordeaux, on a réussi à le faire face à Amiens. Il faut qu'on arrive à au moins aller arracher un nul au Havre. Ça va pas être facile. Il faut peut-être, Batles l'avait dit à des moments dans la saison, on ne comprenait pas trop pourquoi il le disait, en disant il faut qu'on prenne des points, quitte à jouer moins bien, à être un peu moins offensif. C'est peut-être le moment de ressortir cette carte-là. Ça irait en plus avec le fait de mettre Crasso sur le banc, renforcer peut-être un petit peu les lignes défensives et au milieu de terrain. Pas faire un super joli match, mais en tout cas, avec les forces actuelles... Solide. Voilà, faire un match solide, pas reprendre une rouste, parce que l'esprit revanchard, on est capable aussi d'aller en reprendre 6 au Havre, même si là, ça serait quand même très très surprenant. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on y aille vraiment avec ce côté, arriver jusqu'à la trêve internationale, encore invaincu, et puis faire tourner le compteur point, même si c'est petitement. Et donc, j'enchaîne, moi, je vois encore un partout, qui sera le score de notre mois de mars. Ok. Alors, sachant que, et évidemment, on travaille pas de la même manière pendant une trêve si on sort d'une victoire que si on sort d'une défaite ou d'un match nul. Donc, tu fais bien de parler de la trêve également. Dans le chat, un petit peu, mon cher Karl, est-ce que tu vois de l'optimisme pour cette prochaine rencontre et allez-y, vous pouvez nous donner vos pronostics hein, si vous voulez. Bah, juste, déjà, je vais vous tenir au courant parce que ce soir, justement, notre futur adversaire joue. Ouais. Il joue face à Metz. Du coup, il y a eu une première. Enfin, parce que c'est moi qui m'a écrit, qui m'a fait un petit résumé de la première mi-temps, qui nous a dit qu'il y avait une position stérile du Havre avec 0 occasion, mais très peu d'occasions de part des deux côtés. Il y a Metz qui a ouvert le score à la 20e minute par Maziz, et puis à partir de la 30e, Metz a totalement déjoué et s'est laissé. Donc ça s'est un peu rééquilibré, mais le Havre vient d'égaliser directement au retour de la mi-temps avec une sublime frappe de Richardson. Donc du coup, il y a 1-1 actuellement. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que nous, au retour de la mi-temps, on est un peu fébrile. Oui, c'est ça. C'est là où on est particulièrement faible, ouais. Il y a Jos qui nous dit non, je pense pas pour l'exploit. Il y a El Cato qui nous dit j'ai peur de voir le même match qu'à Bordeaux.
J'ai vu Leïla qui nous dit le Havre, c'est 13 points de prix dans les 15 dernières minutes, 15 gares à notre seconde mi-temps. Il y a Zakaja qui nous dit il faut de la concentration, ne pas gager les occasions, jouer simple et être chalet et être solide défensivement. Bon, après, il y a les pronostics qui abondent. On joue l'heure à l'extérieur et c'est moi qui anime la semaine prochaine. On va donc se faire corriger pour Kevin. Ouais, je l'ai vu ça. Et voilà. Et j'ai après, vu voilà. Albert Pilla et Joss Randall qui pronostiquaient des buts de Léo Petro. Je sais pas à combien Oui, est la cote, mais effectivement. du coup, elle doit être très basse. 138 ans Ouais, à c'est eux deux vrai. quand même, hein. Il faut le dire. Il y a 2 buts de Petro pour Joss. Vas-y. Ouais, il a Ouais, mais pronostiqué un partout, 2 buts de Petro. Par contre, moi je rebondis sur un commentaire. T'as bien dit, Karl. Quelqu'un a dit dans le chat, j'ai peur de revoir le même match que contre Bordeaux. Oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit ça. Ah mais moi je serais ravi de revoir le même match que contre Bordeaux. Hein. Bah, c'est sûr que moi, je préfère revoir le match contre Bordeaux que revoir le match contre le Havre en match aller. Après, Bordeaux n'est pas notre meilleur match de la série des 6 derniers. Ouais, mais ça fait un point à l'extérieur. Là, on part au Ouais. Havre, les gars. Moi, je signe tout de suite pour un match nul. Hein. Franchement. Hein. Les gars, je vous ai affiché sur le stream la composition d'équipe qu'on avait du coup contre Amiens. Moi, j'aimerais vous poser la question justement. Qu'est-ce qu'on modifie par rapport au match contre Amiens? Thomas Monconduit, je crois qu'il est suspendu, mais pour le match d'après. Donc, il sera dispo là Oui, contre Lyon. Ouais, Oui. c'est ça. Il sera tourné contre Lyon. Ouais. Contre le Havre. Qu'est-ce que vous verriez comme changement ici? Est-ce qu'on reste sur ce milieu de terrain ou est-ce qu'on revient à quelque chose de plus traditionnel, on va dire? Alors, moi, si je devais modifier quelque chose, peut-être que je verrais quelque chose du côté droit. Apia, peut-être pas dans le couloir, mais qui remplacerait peut-être So. J'ai rien contre So, mais So, je l'aimerais bien à la place de Petro, mais je suis pas sûr qu'à gauche, il soit performant. Hein. Moi, mon point faible, c'est vraiment, ça reste Petro pour moi dans cette triplette. Voilà. Je mettrais à droite, du coup, pourquoi pas tester. Alors, Cafaro, je suis pas fan. Pourquoi Ouais. pas tester Bamba sur ce côté droit. J'ose, hein, je me fais plaisir. Ouais, vas-y. Et puis, par contre, dans l'axe, j'aurais mis un système avec Fomba, Bouchoirie, pourquoi pas. Nkunku à gauche. Et puis, j'aurais mis un milieu légèrement plus créatif. Lobrim va bien. Avec peut-être Crasso à ses côtés, juste Wadji en pointe. C'est-à-dire que j'aurais vraiment ramené de la densité au milieu de terrain avec 2 vrais défensifs. Ah, pardon, mon conduit, je l'ai complètement oublié. Oui, parce Ouais, que du coup, ouais, tu sors autant mon pour moi. conduit là dans ce. Non, je le laisse, autant pour moi, je laisse mon conduit et je mets pas le bruit pour qu'il y ait de la densité davantage défensive. Et puis devant, en effet, Crasso Wadji. Auquel cas, ouais, on reste comme ça, pas de souci. Hervé, toi de ton côté, qu'est-ce que tu ferais comme changement? Moi, je ferais re-rentrer Bouchoirie et Lobry pour qu'on ait un petit peu plus d'automatisme que ce qu'on en a vu face à Amiens. Donc, milieu de terrain, Monconduit, Bouchoirie, Lobry. Après, j'avoue que Bamba, moi, m'a pas vraiment emballé. Après, il n'était pas dans sa position. Donc, l'animation, on va dire, sur les côtés, Nkunku, malgré tout, Nkunku. Apia. Ouais, moi je mettrais Apia parce que je trouve que lui, sur un match contre le Havre, justement, il peut avoir toute son importance dans le sérieux, dans la défense qu'il va avoir. Ça permet de laisser So sur le terrain, que j'aime beaucoup moi aussi. Petro, je crois qu'il ne faut plus le bouger. Et si on devait revenir à une défense à 4, ça serait au détriment de Petro sur le terrain parce que dans une défense à 4, on a vu qu'il n'était pas au niveau. Donc, ouais, moi je laisserai l'équipe comme elle est là, quoi. Voilà, les 3 de derrière, l'Arseneur bien évidemment, Nkunku, Apia, Lobry, Monconduit, Bouchoirie, Wadji, Carasso, puisque même en voulant faire souffler Crasso, on n'a pas vraiment de solution, quoi. Donc voilà. Et oui, je vois juste dans le chat El Cato qui demandait si Monconduit était suspendu. Il y sera suspendu pour la semaine d'après. Et il y a Curo Del Fuego, je pique ton boulot, hein, Karl, qui dit petite surprise, Chambaud devant avec Wadji. Non, ok, je déconne, c'est horrible. Non.
On en Juste parlera un jour, de Chambaud, j'espère. Ouais, faudra qu'on évoque le dossier Chambaud, ouais. Quand Karl, tu vas nous mettre un but qui nous ramène 3 points, on va en parler. je viens vers toi parce que je sais que tu es bien informé. Mouefek, toujours pas de news sur sa potentielle date de reprise. Je sais, enfin, c'était Mouefek dans une interview à Poto. Donc c'était la semaine dernière, donc il reviendra pendant la trêve et peut-être qu'il pourra postuler pour Niort, mais il pourra postuler pour Niort, mais en tout cas absolument pas pour Le Havre. Non. Ouais, ok. Et donc potentiellement on le verrait après la trêve, mais on verrait un Mouefek qui devrait reprendre encore du rythme, donc ce serait encore autre chose. Voilà. Messieurs, bah écoutez, merci beaucoup pour cette émission, c'était un plaisir. Merci Karl, merci Hervé, merci Alex, mais bien sûr merci à vous tous et toutes qui étaient présents dans le chat. Merci à vous qui nous avez écoutés en replay. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera Kevin à la présentation qui viendra débriefer notre magnifique victoire contre le Havre, puisque nous allons gagner contre le Havre, on l'espère en tout cas. Ce serait incroyable en vrai dans la course au maintien. Plein de bonnes choses, allez les Verts. Et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Allez les Verts. Et merci à toi, Ken. Avec plaisir.